Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour à tous, amis de LCI. L'actualité ne s'arrête pas, ni sur LCI, ni sur Radio Classique. Bonjour Gérard Larcher, vous êtes président. Bonjour. Donc du Sénat. Est-ce que vous considérez, j'enlève mes lunettes, que Claude Barthelone donc doit quitter la présidence de l'Assemblée nationale pour se présenter au régional? Cette décision lui appartient, ça n'est nullement incompatible. Mais c'est un peu difficile quand on est président d'une assemblée, donc dans une fonction, Guillaume Tabar le disait il y a un instant sur Radio Classique, d'arbitre, d'être l'arbitre et en même temps d'être dans le jeu. Parce que les élections régionales, avec 13 régions en métropole, ça va être un enjeu politique majeur, et ça ne sera pas facile d'être à la fois l'arbitre et le joueur. D'accord, mais quelles conclusions ou quelles conséquences vous en tirez? Est-ce qu'il y a une date à partir de laquelle ce sera franchement plus possible? C'est une affaire qui lui appartient, et dont il doit parler avec son bureau. Moi, personnellement, je considère que présider une assemblée est une responsabilité qui l'emporte sur toutes les autres. Donc, cette question, il faut vraiment lui poser. Moi, je ne me serais pas mis dans cette situation. Et de toute façon, je vais vous dire, Valérie Pécresse sera la prochaine présidente de la région Île-de-France. C'est un pronostic. C'est pas qu'un pronostic, c'est une volonté. C'est ce que nous allons engager autour de Valérie Pécresse. Et j'ai quelques responsabilités comme président de son comité de soutien. Question, est-ce que vous avez le sentiment que ça va perturber quand même le travail législatif, cette affaire? Parce que ça vous concerne directement. J'espère que non. J'ai avec Claude Barthelone des points de divergence sur les institutions. Lui, au fond, il est favorable à une 6e République, on ne sait pas bien laquelle. Il devait nous le dire en juin, mais ça va être plus compliqué. Moi, je suis un accro de la 5e République, et d'ailleurs le président de la République en use. 49.3 sur la loi Macron, par exemple, mais aussi décision à caractère militaire. Non, je pense, et nous serons attentifs, nous sommes, je crois, deux hommes responsables qui portons une responsabilité dans l'intérêt de notre pays. Cette affaire est devenue une affaire politique, comme la loi concernant justement les réformes du collège, ou la loi Macron, dont on va parler dans un instant. Est-ce que vous considérez quand même que c'est une sorte de candidat contraint? Moi, je souris un peu. Quand je vois tous ces candidats qui nous ont fait la leçon sur le non-cumul des mandats, et qui finalement, à chaque élection, ont cette espèce de tentation, sans le dire, d'un mandat de plus, même s'ils nous annoncent que derrière, ils quitteront leur mandat, par exemple, de parlementaire. Et de président de l'Assemblée nationale, ça n'est pas un mandat banal, c'est une responsabilité majeure. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a été envoyé dans cette bataille avec les baïonnettes dans le dos? Je ne sais pas si c'est les baïonnettes dans le dos, en tous les cas, les sirènes qu'il appelait sûrement, et notamment la sirène de l'Élysée. Et la manière dont on a traité Jean-Paul Huchon, lui qui se comparait à une serpillière, en tous les cas, il est utilisé comme un Kleenex. Il a un bon bilan, Huchon? Écoutez, moi je n'ai pas été marqué par le bilan de Jean-Paul Huchon, j'ai été jadis conseiller régional, je vois que la situation dans les transports demeure cataclysmique dans certaines parties de la région Île-de-France, je vois aussi qu'il y a une espèce de politique clientéliste associative. Enfin, il y a beaucoup à faire pour la première région de ce pays, une région de plus de 11 millions d'habitants. Vous allez voter la loi Macron solennellement, vous allez discuter de la loi sur le renseignement, enfin de la situation autour du renseignement et du terrorisme ce soir au Sénat. Je remets mes lunettes parce que j'ai 2 ou 3 éléments quand même concrets à vous donner, que vous connaissez par cœur, il ne faut pas dire de bêtises. Il y a le plafonnement des indemnités de licenciement, puisqu'il y a beaucoup d'amendements qui ont été apportés évidemment à la loi telle qu'elle est arrivée sur le bureau du Sénat. Les accords donc de maintien de l'emploi qui sont une manière de déroger aux 35 heures. Il y a l'allègement du compte pénibilité, il y a le contrat de mission, il y a la suppression du dispositif amont qui obligeait les chefs d'entreprise, j'essaie d'être complet, à informer leurs salariés au moins 2 mois avant quand ils vont vendre quelque chose. Est-ce que vous avez l'impression, j'enlève mes lunettes, que tout ça finalement peut être retenu par l'Assemblée nationale? En tous les cas, le Sénat a voulu s'emparer du texte, il portait le nom compétitivité, et sans compétitivité, il n'y aura pas de création d'emplois. Et donc, nous nous sommes attelés à la question de la compétitivité.
Le travail du président de la commission spéciale, Vincent Capo-Canellas, avec ses rapporteurs, a été un travail au fond, un débat au fond, et hier encore, une proposition qui a d'ailleurs reçu la sagesse du gouvernement. Nous nous en étions entretenus avec le gouvernement, et notamment ce qu'on appelle les accords défensifs, mais aussi offensifs pour l'emploi. Quand la situation d'un secteur de l'économie nécessite une adaptation, est-ce qu'il faut attendre les grandes difficultés économiques pour s'adapter? L'exemple de Renault Trucks nous le montre. Car si les choses vont mieux dans le secteur du poids lourd, ça a été très mal pendant 3-4 ans. Mais parmi tout ce que j'ai cité, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement va retenir, parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée, c'est le dernier vote, est-ce que vous pensez qu'ils vont retenir? Ils sont sous 49.3. Ils n'ont pas été capables de le voter. Ils n'ont même pas été capables d'examiner l'ensemble du projet de loi. D'où l'intérêt du bicamérisme. Nous avons examiner chacun des articles. Je souhaite, et je l'ai dit au Premier ministre, en direct, je lui ai rappelé dimanche à l'occasion de notre rencontre dans les jardins du Luxembourg, qu'il me semblait intéressant que la commission mixte paritaire ne soit pas une parodie, que nous puissions analyser les propositions du Sénat à la lumière de ce qui avait été retenu sans vote à l'Assemblée nationale pour voir quel est l'intérêt du pays, c'est la compétitivité de nos entreprises. Mais quel est le pourcentage? Vous pensez qu'ils peuvent reprendre 50% des amendements que vous avez votés? En tous les cas, déjà, nous avons voté 124 articles conformes. Je pense qu'il y a une trentaine d'articles modifiés qui nécessitent un examen qui dépasse uniquement la posture idéologique pour préparer le congrès de Poitiers. Et vous écartez toute forme de 49.3? Je ne l'écarte pas, mais ça ne touche pas le Sénat. Non, mais je ne parle pas pour vous, mais évidemment, il pourrait tout balancer et dire... Le 49.3, sauf retrait du gouvernement, continue à s'appliquer. Si le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est le 49.3 qui s'applique. Je m'adresse aux responsables politiques. Est-ce que vous considérez que François Hollande est en visite dans cette région du monde magnifique qu'est les Antilles, ou qu'il est en campagne électorale? Écoutez, en tous les cas, moi je pense qu'il est intéressant qu'un président de la République aille à la rencontre de nos départements d'outre-mer. Départements d'outre-mer qui, économiquement, ne vont pas très bien, dans lesquels les questions sociales, les questions économiques sont posées. C'est donc la place d'un président de la République. Ils l'ont tous fait. Ils l'ont tous fait, et puis, pardonnez-moi, c'est la France, et qu'il soit présent dans le département du Rhône, ou qu'il soit présent en Guadeloupe, c'est la place d'un président de la République. Mais est-ce que vous considérez qu'il y a une tonalité, parce que vous avez quand même de l'expérience, qui est plus proche de la campagne électorale que d'une aide apportée? Je ne connais pas aucun homme, aucune femme politique qui ne transforme une visite en tentative de séduction. Et aux Antilles, la chaleur de nos compatriotes antillais, c'est quelque chose qui se partage et que je comprends. Mais c'est vrai, François Hollande fait la même chose que ce qu'il a reproché à Nicolas Sarkozy en d'autres temps. Voilà, parce que Nicolas Sarkozy, on l'a beaucoup reproché de faire campagne avec les moyens de la présidence. On l'a même parfois réintégré dans ses comptes de campagne. Absolument. Est-ce que vous considérez qu'il est en train de faire campagne, François Hollande? Je crois qu'il a en perspective... Vous allez arriver à répondre à cette question. Il a en perspective 2017, c'est pas que je contourne la question, bien sûr, qu'il a en perspective 2017, et pour lui, sa candidature est évidente, et d'ailleurs je crois que tout autre débat autour d'autres candidats n'a aucun sens aujourd'hui. Ce sera lui, sauf phénomène exceptionnel, qui sera le candidat de la gauche en 2017. Question Gérard Larcher. De la gauche socialiste. Est-ce que vous êtes favorable aux statistiques ethniques que réclament les Français? Enfin, ils ne les réclament pas, c'est pas un besoin profond, mais ils y sont favorables, considérant qu'il faut savoir qui est français aujourd'hui, notamment dans les écoles. Premier sujet, ça n'est pas constitutionnel dans l'État. Je sais, mais... Le Conseil constitutionnel s'est exprimé en 2007. Faut-il s'interdire le débat? Le Premier ministre, quand il était député, maire d'Evry, le souhaitait. Je pense que c'est un débat que nous devons avoir et sur lequel le Sénat a d'ailleurs commencé à travailler. S'interdire la connaissance des statistiques ethniques, c'est s'interdire, j'allais dire, un élément de mesure. Encore faut-il voir comment on les utilise, ce qu'on en fait, et ça mérite un débat serein, non pas un débat passionné. En tous les cas, pas à la manière de Ménard à Béziers. Question aussi concernant le programme justement de l'opposition, parce que vous évoquiez tout à l'heure les régionales et votre soutien apporté à Valérie Pécresse. Il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'on a maintenant des primaires plus ou moins organisées, voire plus que moins, qu'on a des candidats potentiels, qu'on a les régionales comme obstacle avant la présidentielle, mais qu'il n'y a toujours pas vraiment de programme. Alors, il y a le programme de Fillon, il y a les réflexions de Juppé, il y a les ateliers que propose Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui est le plus important? D'abord, la marque ou le programme? D'abord, le 30 mai... l'UMP se rassemble et disparaît. Et se transforme, si le vote des militants, que j'avais souhaité, est acquis, dans un mouvement, les Républicains, qui sont l'occasion de
de refonder ce qui a été à l'origine de l'UMP, le rassemblement de familles qui vont du centre gaulliste à une droite parfois souverainiste, pour nous retrouver autour d'un projet. Ce projet, c'est ce que nous allons construire. Il s'enrichira du projet des candidats aux primaires, parce que les primaires, c'est pas plus ou moins organisé. Elles sont aujourd'hui organisées, partagées, reconnues. Et moi, ma responsabilité de président du Sénat, à l'issue des primaires, ce sera aussi de contribuer au rassemblement autour de celui qui aura été choisi. Vous êtes donc pour les Républicains, sans arrière-pensée? Sans arrière-pensée et sans captation. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il existe un programme de la droite? Parce que pour attirer un électorat de droite, il faut bien avoir un programme. Regardez les travaux du Sénat actuellement. Compétitivité, emploi, c'est le premier sujet des Français. Regardez les travaux du Sénat sur la question de l'asile et la nécessité de rapprocher la question migratoire de la question de l'asile, parce qu'il faudra bien traiter ces dossiers des migrations massives en provenance d'Afrique ou du Moyen-Orient. C'est des sujets qui sont devant nous, et c'est des sujets sur lesquels nous sommes en train de réfléchir. La question religieuse, que j'ai traitée, moi, dans le rapport que j'ai remis au président de la République, elle est présente. Faire naître un véritable islam de France à côté des autres religions, parce que c'est la religion d'un nombre important de nos compatriotes. Voilà des sujets qui sont devant nous. Refonder l'école, parce que tout le débat sur l'école, il est passionnant, intéressant, mais le premier des sujets, c'est 160 000 jeunes qui sortent du système. C'est un taux de chômage des jeunes de 24%. Oui, mais si elle avait commencé, il fallait commencer à l'école primaire, car tout se joue avant le CM1 et le CM2. De ce matin dans le Figaro, Alain Finkielkraut, alors Libération défend la réforme, et si elle avait raison, et Alain Finkielkraut dit, je le cite dans le Figaro, la réforme du collège est destructrice. Je pense qu'en tous les cas, elle détruit d'abord une partie du roman national, elle ne résout pas les problèmes de ceux qui rentrent en 6e sans vraiment savoir lire de manière compréhensive, écrire et compter. Et je crois qu'il faut s'atteler à ce qui est d'abord l'essence de l'échec. L'école primaire, c'est un sujet majeur pour notre pays, et ça doit être au cœur de notre projet politique. François Hollande a dit que c'était finalement une sorte de conjuration des immobiles, ceux qui critiquaient Najat Vallaud-Belkacem, qu'elle-même avait, pour les intellectuels, traité de pseudo-intellectuels, en tout cas pour 3 d'entre eux. Est-ce que vous considérez qu'on est face à quelque chose qui a un caractère politiquement explosif, améchelante? Au-delà du politique, dans notre société explosif, nous n'arrivons pas au fond, à réformer l'école. Nous avons des statistiques pitoyables au plan des niveaux, OCDE, tous les classements, qui soient PISA ou autres, et en même temps, nous n'arrivons pas à refonder profondément l'école. Nous n'avons pas réussi, il faut le dire, depuis des années, y compris nous-mêmes. C'est vraiment un des sujets qu'il faut mettre sur la table. Personnellement, quand j'avais fait un rapport sur l'échec de l'emploi des jeunes, nous voyons bien que la cause première, c'est l'échec à l'école, et qu'ensuite, la deuxième des causes, et là, le président Hollande s'est complètement planté, c'est d'ouvrir des voies de la diversification. Il faut se poser la question pourquoi en Autriche, le taux de chômage des jeunes est de 8%, et pourquoi chez nous, il est près de 24%. C'est son grand échec, le chômage. C'est l'échec du président, surtout après la promesse qu'il avait faite. C'est une promesse trahie, et c'est le premier sujet dont on nous parle dans les territoires. Merci beaucoup Gérard Larcher, le président. Merci de m'avoir invité. Il était l'invité de Radio Classique et d'LCI. Ce matin, on va retrouver nos camarades de LCI et Sophie Paulini sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée à vous.